nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. Who's already lost the war? И всех врагов. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Hegemon après une pause un peu trop lente qui effectivement était riche d'actualité. Il est grand temps de revenir sur les principales étapes de ce conflit, depuis notamment la nomination de Trump à la tête des États-Unis jusqu'à aujourd'hui. J'ai le plaisir à nouveau de retrouver Karine Béché-Golovko, que je salue immédiatement. Bonjour Karine. Bonjour Rachid, bonjour à tous. Désolé pour cette pause, mais au moins ça aura quand même l'intérêt de nous permettre de prendre du recul sur une activité effectivement très très riche. Tout à fait. Alors, le programme est chargé. On peut commencer par la fin, c'est-à-dire par l'actualité la plus immédiate. Alors, normalement, il devait se tenir une rencontre entre les États-Unis, les Européens et Kiev à Londres. La rencontre devait être au niveau ministériel. Or, on a vu que les États-Unis sont très rapidement devenus réticents à envoyer leur ministre, Marco Rubio. Ils ont décidé d'envoyer Kellogg. Et de fait, ça a été reporté, en tout cas la dimension ministérielle, et désormais, ça va être une rencontre au niveau des diplomates de premier rang. Et des rumeurs disent que les Anglais seraient également mécontents de l'approche américaine par rapport au conflit en Ukraine. Alors, que peux-tu nous dire par rapport à ça? Quelles sont les vraies raisons Il y a eu effectivement une publication intéressante qui est sortie là dans le New York Times, qui disait que les Américains finalement n'envoient pas Rubio parce qu'ils ne sont pas contents de Zelensky, qui aurait refusé de reconnaître dans le fameux plan de paix qui commence petit à petit à se dessiner de Trump, qui sous-entend une reconnaissance de jure de la Crimée comme appartenant à la Russie. Et donc, n'étant pas content du refus de ce président ukrainien, d'un pays extrêmement souverain, un président extrêmement puissant, autonome, comme nous le savons pertinemment et nous le voyons depuis des années, ils ont décidé de ne pas envoyer Rubio. Du coup, évidemment, la France et la Grande-Bretagne se disaient et pourquoi nous, on devrait envoyer nos ministres des Affaires étrangères si les États-Unis n'envoient pas leur secrétaire d'État. Donc, eux aussi ont gardé, en fait, sous la manche leur ministre respectif des Affaires étrangères, mais la réunion se déroule d'un point de vue technique. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ce soit là sur cette question, que ce soit sur la question dont on parlera plus tard de transfert sous contrôle américain de l'exploitation des richesses naturelles ukrainiennes et également des installations stratégiques. Il y aurait, soi-disant, en tout cas dans le discours médiatique, un espèce de personnage super puissant. Nous aurions, après Super Mario, nous avons droit à Super Zelensky, qui, on ne sait pas très bien d'où, tout à coup, arriverait à tenir tête à Trump. Ça fait quand même c'est un peu surréaliste quand même. Donc, à mon avis, ça mérite quand même une petite analyse en soi quand même de ce phénomène, parce que on l'a vu se faire littéralement exploser dans le bureau ovale l'hiver dernier, et là, il nous ressort tout fringant et tout costaud. Donc, si on est un peu plus sérieux, il semblerait effectivement que d'un côté, il y ait au sein des élites globalistes, ou une fraction, ça c'est à discuter, il y aurait en tout cas, on va dire, un clan globaliste pur et dur qui a déjà depuis longtemps dépassé le stade du fanatisme, et ils sont principalement maintenant relocalisés en Europe. Et d'un autre côté, il y aurait une espèce de clan plus rationnel du globaliste qui essaie de faire quand même fonctionner la machine, et ça serait un peu le côté Trump. Un peu comme on a eu avec la 4e République en France, une espèce de volonté de rationaliser un peu le parlementarisme parce que ça devenait absolument ingouvernable après la 3e République. Et là, on a l'impression de se retrouver à un autre niveau, mais à peu près dans le même type de mécanisme. Et donc, pour l'instant, en tout cas, ces deux fractions n'arrivent pas à trouver d'accord.
Et ce que l'on voit, en tout cas, c'est que Zelensky est effectivement la marionnette de cette fraction fanatique. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il agisse de façon autonome et indépendante, parfaitement souveraine, mais effectivement, il a certaines forces derrière lui et au minimum, il n'y a pas d'accord, je dirais, entre les élites globalistes qui sont situées en Europe, qui sont beaucoup plus radicales, peut-être celles qui restent aussi aux États-Unis, parce que bon, avec l'arrivée de Trump, on n'a pas eu droit à un espèce de suicide collectif, ils sont quand même tous encore en poste, et en tout cas une branche plus rationnelle qui essaye un petit peu de mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, le degré d'autonomie ou de souveraineté de Zelensky, je ne pourrais pas l'évaluer, il est probablement très très faible, mais il existe à la marge quand même. Et le fait qu'il dise non à Trump par rapport à l'accord concernant les terres rares ou peu importe, ou par rapport à la question de la Crimée et de la reconnaissance de jurés, serait au fait dû au marionnettiste qui est le clan globaliste pro-guerre, qui aujourd'hui se trouve davantage à Londres et au niveau européen. Et à Paris, malheureusement aussi. Et à Paris, tout à fait. Mais Zelensky a également des motifs particuliers et qui lui sont propres pour ne pas vouloir mettre fin à la guerre, puisqu'il paraît qu'il négocierait, en plus de la soi-disant garantie pour l'Ukraine si jamais il quitte le pouvoir, c'est-à-dire l'OTAN ou autre chose, il négocierait également des garanties pour lui-même en tant que personne. Sachant qu'il y a des deniers des contribuables américains qui ont été détournés par le clan Zelensky, on parle de plusieurs milliards, de l'armement qui a été détourné, l'armement américain qu'on a retrouvé dans des conflits en Afrique par la suite. Et qu'en est-il réellement? C'est-à-dire, fait-il exprès de saboter, alors en s'appuyant sur les globalistes fanatiques, de saboter tout accord de paix parce qu'il en va de sa survie, parce que s'il perd le pouvoir, il est mort? Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut jamais sous-estimer l'autonomie même d'une marionnette. C'est que même une marionnette a un certain jeu. Son espace est réduit, mais à l'intérieur de cet espace, elle joue son jeu. Lui, à mon avis, l'essentiel de son jeu, c'est effectivement de sauver sa peau, dans le sens extrêmement direct du terme. Parce que soit il peut finir par se faire liquider, soit il peut, si jamais ça se finit mal aussi pour le conflit en Ukraine, se retrouver sur le banc des accusés. Parce que comme on le voit, la Russie, dans son discours et dans son approche, n'a pas envie pour l'instant de nommer les États-Unis comme étant l'autre partie au conflit, et les États-Unis restent gentiment cachés derrière la figure de Zelensky, c'est-à-dire que en cas de problème, c'est lui qui sera marqué comme étant la personne, la première qui soit responsable. Donc effectivement, il essaye aussi de sauver sa peau. Mais je pense pas que cela puisse avoir à ce point, je dirais, une influence au niveau de la conclusion avec les États-Unis de ces deux types d'accords. Je pense que ça peut en revanche avoir une influence dans les négociations avec les Européens et les élites globalistes en Europe. Parce que comme c'est leur marionnette, c'est à eux en fait de garantir sa sécurité, essayer de garantir. N'oublions pas autre chose en ce qui concerne pas la Crimée, mais les ressources naturelles. La Grande-Bretagne, par exemple, a passé un accord de 100 ans, rien de moins, avec l'Ukraine, qui notamment prévoit ce genre d'échange de bons services économiques, d'accès au territoire, aux ressources et aux richesses du pays. Donc, il peut y avoir ici justement plus un conflit entre les deux parties, parce que Trump est bien sympa, mais pour l'instant, il essaie de faire payer la facture à l'Europe, et l'Europe n'a pas forcément énormément l'intérêt. Et si l'on reprend son plan de paix, en tout cas tel qu'il a été diffusé dans les médias. Après, la section est de savoir qu'est-ce qui a été fuité et pourquoi ça a été fuité et pourquoi maintenant. Donc, si l'on reprend ce plan de paix, il est prévu que soit l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, c'est merveilleux, de toute façon, c'était pas prévu. Mais de toute façon, il y a eu tellement d'accords. Ça n'a jamais été prévu, tout à fait. Voilà. Et il y a eu tellement d'accords bilatéraux passés entre les pays de l'OTAN et l'Ukraine que de toute manière, c'est pas nécessaire. Mais en revanche, ça prévoit l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et là, le contribuable des pays européens, il va apprécier la facture.
Donc, Mais là encore, c'est pas gagné. Je veux dire, vu le niveau de corruption et de destruction, je veux dire, je vois très mal l'Ukraine intégrer l'Union européenne dans un horizon de 10-15 ans. Je veux dire, ça mais pourra aller au-delà. objectivement, ça n'est pas possible si il n'y a pas un coup de poing très fort tapé sur la table du côté des élites globalistes qui disent vous vous taisez maintenant, et ça, il va falloir le digérer. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir un conflit latent avec la Russie de façon perpétuelle, parce que la Russie, ça va avoir du mal à le digérer. Même si pour l'instant ils sont gentils et contents de tout, tant que ça rentre pas dans l'OTAN, l'Union européenne, ça ne nous dérange pas. Mais bon, faut être réaliste quand même. Ça va très mal passer en Russie. Et en plus, derrière, de toute façon, c'est un territoire qui est en conflit armé. Donc, intégrer l'Ukraine au sein de l'Union européenne, c'est intégrer le conflit avec la Russie. Donc, ça me paraît assez difficile quand même à gérer, et c'est pas une question c'est une question en fait de fondamentalement de stratégie géopolitique. Si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, soit c'est une guerre ouverte entre l'Union européenne et la Russie, soit ça veut dire que la Russie a capitulé et que la question se pose plus. Et il faudra dire également que des territoires en théorie de l'Union européenne seraient occupés par la Russie. Et que de ce fait, toute intégration non conflictuelle... Ça, la question de qui occupe qui, ça se discute parce que... Non, je dis du point de vue européen. Du point de vue européen, ils le verront comme un territoire occupé. De la Russie, elle a aussi justement une partie de ces territoires qui est occupée par l'armée atlantiste. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais l'Union européenne voudrait intégrer l'Ukraine de manière non conflictuelle vis-à-vis de la Russie, elle devra reconnaître de jure l'appartenance des territoires entre guillemets vus comme occupés par elle comme étant appartenant à la Russie. Ce que l'Ukraine, là encore, peut difficilement accepter. Ou alors, dans le cas où la Russie aurait accepté finalement de renoncer et aurait reculé et posé ses frontières, ce qui semble aussi peu réaliste. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on en revient au fait que si jamais réellement il y a un coup de poing qui est posé sur la table et l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, dans ce cas-là, ça veut dire que nous sommes dans une situation quasiment, en tout cas, de guerre ouverte entre les pays de l'Union européenne et la Russie. Alors, il y a un autre élément, c'est que depuis la nomination de Trump, il y a eu des discours fanfaronnants autour d'un traité de paix, mais très rapidement, ça a basculé vers des cessez-le-feu très ponctuels, très limités concernant les installations énergétiques. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on comprend bien que l'Ukraine veuille ce type de cessez-le-feu pour préserver ce qui reste d'appareils productifs énergétiques, mais que la Russie accepte de jouer le jeu, sachant l'intérêt qu'elle a à entretenir la pression sur l'Ukraine. Comment expliquer que la Russie joue le jeu? Cherche-t-elle à faire bonne figure devant Trump ou à vendre l'image d'un pays qui veut la paix auprès de Trump? Parce qu'on a l'impression d'un concours de séduction, alors je vais être un peu trop direct et caricatural, entre Moscou et Kiev devant Trump, où chacun veut démontrer qu'il est pour la paix, que c'est l'autre qui est le méchant et l'autre qui veut trahir la paix. Malheureusement, t'es pas caricatural du tout. Donc, c'est bien le problème aujourd'hui. C'est la question qui se pose. Nous sommes quand même dans une configuration qui est une première. C'est-à-dire qu'un pays qui est quand même la source de ce conflit, et je parle des États-Unis, qui ont lancé depuis 2014 la déstabilisation de l'Ukraine, les programmes en Ukraine, l'occupation de l'Ukraine politique, on rappellera quand même les membres du gouvernement qui venaient des pays de l'OTAN, qui a lancé des programmes de l'OTAN, qui a pris en main cette armée sur place et l'a complètement reconfigurée, qui n'a plus rien d'ukrainien, sauf les hommes qui y vont, se pose en arbitre. C'est quand même une première. Dans un conflit qui est de son propre et son premier intérêt. Et en face, nous avons dans cette configuration ami-ennemi, puisque dans le cadre d'une guerre, nous sommes bien dans la configuration ami-ennemi, nous avons donc deux ennemis, la Russie et les États-Unis, avec d'un côté les États-Unis qui font des grandes leçons de morale et qui désignent le territoire sur lequel se déroule le conflit, puisque l'Ukraine, depuis 2014, le fait qu'elle soit comme un État, dans le sens juridique du terme, pose quand même de sérieuses questions, si on en revient à la notion juridique d'État, c'est-à-dire un territoire qui est globalement, normalement gouverné par un système juridique qui, globalement, fonctionne. Bon, on voit que ça fonctionne pas. Donc, nous sommes face à cette situation, et donc ce territoire est érigé en partie, et avec effectivement la Russie aussi, et soi-disant, la Russie montre à son ennemi qu'elle veut non pas la victoire, mais qu'elle veut la paix. C'est en soi absolument un non-sens.
c'est un non-sens si l'on estime que, effectivement, la Russie veut une victoire telle que nous la comprenons, c'est-à-dire avec la fin de ce système globaliste. En revanche, et malheureusement, on en revient à la question qu'on a souvent soulevée à Hegemon, la question des élites politiques et gouvernantes en Russie. Et nous voyons que, effectivement, ces élites atteignent une certaine limite. C'est-à-dire que d'un côté, elles ne vont pas lâcher, elles ne vont pas trahir ouvertement. Et évidemment, aujourd'hui, il y a la présidente du Conseil de fédération, c'est la chambre haute du Parlement russe, qui a déclaré, Matvienko, qui a déclaré que de toute manière, la Russie n'entrera dans aucun pourparler à partir du moment où on parle d'une force d'occupation militaire, force de paix, comme on veut, sur le territoire ukrainien, qui viennent de l'OTAN. Mais par contre, ces élites ne remettent pas fondamentalement en cause, finalement, ce système globaliste. Elles veulent y trouver leur place dans ce système. Et ça, c'est un non-sens. Mais peuvent-elles faire autre chose? Soyons réalistes quand même. Il n'y a pas eu de révolution en Russie depuis 91. C'est-à-dire que les élites qui sont arrivées au pouvoir en Russie après la chute de l'Union soviétique, qui étaient des élites néolibérales et globalistes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont été mises en place, sont toujours en place. C'est-à-dire que même derrière, sous ceux qui tirent les ficelles, que le grand public ne connaît pas forcément, justement ceux-là sont réellement toujours en place. Donc, évidemment, il y a des limites à leur possibilité de penser même le conflit et donc de penser même la victoire. C'est-à-dire que d'un côté, nous voyons un peuple à qui on a dit, il y a 4 ans de cela déjà, bon, maintenant ça suffit, on lève la tête, on va rentrer finalement dans ce conflit puisque de toute façon on est accusé de le faire, autant réellement y rentrer, et on va aller se défendre et défendre tous nos intérêts stratégiques. Le peuple s'est levé, c'est génial. Enfin, on revient, on est fier de soi, on a une patrie, le monde russe reprend vie, on existe. Et depuis, tu as parlé des questions du moratoire, des tirs sur les sites énergétiques, mais rappelons-nous quand même que quelques semaines après le début du conflit, de l'opération militaire, elle est peut-être spéciale, c'est peut-être une opération, mais c'est quand même une guerre, tout de suite, les élites russes court à Istanbul pour essayer de négocier quelque chose et on a droit au début des gestes de bonne volonté et on recule plus vite qu'on avance. Donc ça va pas, ça se fait pas. Donc il y a effectivement certaines limites, c'est-à-dire que ce sont des élites qui pensent malheureusement toujours au regard des formatages de pensée globalistes. Elles n'arrivent pas à concevoir le monde autrement et ça se voit et ça se voit au quotidien. Mais par contre, elles ont un certain sentiment national, ce qui fait, et c'est ça qui les différencie fondamentalement des élites que l'on retrouve soit aux États-Unis globalistes, soit en Europe, parce qu'elles ont réellement la conscience nationale. Donc, elles ne vont pas aller jusqu'au bout de ce que les globalistes attendent d'eux. Mais d'un autre côté, le problème, c'est qu'elles ne vont pas non plus au bout de ce que les souverainistes attendent d'eux. Et là, c'est une situation qui commence à être extrêmement dangereuse, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur à terme. Parce que quand vous ne satisfaites personne, il faut que vous ayez suffisamment de ressources pour imposer une troisième voie. Et je ne suis pas certaine que les élites russes actuellement en place aient ces ressources, qu'elles soient et politiques et intellectuelles, pour imposer une troisième voie. Donc, on se retrouve dans des situations complètement absurdes quand on enchaîne les cessez-le-feu partiels en disant en plus avant qu'on ne fera pas de cessez-le-feu mais qu'on le fait quand même, que finalement on retourne à Riyad pour dire que si jamais le moratoire est violé, dans ce cas-là on en sort, le moratoire est violé mais on y reste. Ça devient, après évidemment l'Ukraine et les médias occidentaux accusent la Russie de violer elle-même aussi ce moratoire, la Russie accuse l'Ukraine de violer ce moratoire, tout le monde s'accuse, donc il n'y a aucun bénéfice pour la Russie. Pas de bénéfice médiatique, puisque de toute façon elle est accusée médiatiquement de violer. Il n'y a pas de bénéfice politique, puisque elle a mis des limites à Riyad en disant qu'elle n'accepterait pas si c'est violé, et ces limites, encore une fois, elle ne les respecte pas. Donc, au lieu de faire acte de force, finalement, elle revient à ses actes de faiblesse. Et militairement, il y a strictement aucun intérêt, parce que soit ce sont des cibles qui avaient un intérêt militaire, et dans ce cas-là, il fallait tirer, soit si c'est des cibles qui n'ont pas d'intérêt militaire, on espère quand même qu'elles ne tireraient pas dessus. Donc, dans tous les cas, il n'y a strictement aucun intérêt. Et tant qu'il n'y aura pas réellement une révolution cognitive qui aura été faite en Russie,
tant qu'ils n'arriveront pas à sortir des modes de pensée globalistes et à rester à devoir montrer quand même devant le chef, hein, parce que finalement, leur comportement, c'est de considérer que Trump, c'est quand même le chef du monde global et que ce chef du monde global, il est en train d'essayer de pacifier un peu son territoire global. Et de montrer qu'ils sont gentils, qu'ils montrent pas de blanche, qu'on peut travailler avec eux, effectivement, on s'en sortira pas. Et on va retomber encore dans la situation où ils font des compromis, ils font des concessions, ils donnent des garanties, ils se font escroquer. Évidemment, d'un autre côté, il y a à peu près que pour être surpris d'être escroqué. Après, ils disent « Oh mon Dieu, on nous a escroqué, on n'est pas content, on est vexé, on repart à l'attaque. » Ah, vous voulez négocier? D'accord, on va négocier, on recommence. On est escroqué, on n'est pas content. Et à un moment donné, il faudrait peut-être essayer de sortir un petit peu de ce cercle vicieux. Alors, il y a différents éléments, si tu permets. Le premier, par rapport à la tentative à Istanbul de négocier une fin d'opération qui venait à peine de commencer, ou bien à Minsk juste avant. On peut mettre ça sur le compte que peut-être qu'en février 2022, la Russie n'est pas entrée en Ukraine pour faire la guerre réellement, c'est-à-dire pour occuper la moitié de l'Ukraine ou toute l'Ukraine, sachant que pour occuper un territoire comme l'Ukraine, grand comme l'Ukraine, on peut pas le faire avec 150 000 hommes. Ça, c'est impossible sur le plan technique, militaire, etc. Et donc peut-être que le plan de Moscou n'était pas de se projeter dans un conflit de longue durée, mais juste de mettre suffisamment la pression sur Kiev, à travers un siège de la capitale, pour obtenir la chute du régime de Zelensky avec la prise de pouvoir à travers un coup d'État de l'armée ukrainienne, avec laquelle il serait plus facile de négocier, ce à quoi Poutine avait appelé dans son discours en février. Il avait appelé l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir. Mais comme ça n'a pas marché et que l'Occident était derrière Kiev depuis le début et qu'il a interdit à Zelensky de négocier réellement ou d'aller vers la paix, la Russie s'est retrouvée obligée de faire une guerre qu'elle ne voulait pas dès le départ et qu'elle n'avait pas les moyens de la mener. Il a fallu plus tardivement mobiliser 300 000 soldats, puis faire une purge au sein de l'état-major, puis relancer l'appareil industriel pour retrouver un équilibre et retrouver une dynamique et retrouver l'initiative au niveau du conflit. Donc c'est peut-être de ce point de vue qu'on peut expliquer pourquoi la Russie, dès le début, a tenté de négocier, vu qu'elle s'est retrouvée piégée dans une guerre qu'elle ne voulait pas. Elle croyait juste mettre mais là, il y a un problème. Oui, mais là, il y a un vrai problème, parce que, excuse-moi, on rentre pas dans une guerre si on veut pas la faire. Oui, c'est un problème. C'est une erreur stratégique. Énorme. Et il y en a pas eu qu'une seule. Il y a une autre erreur stratégique qui est quand même assez surprenante, depuis Minsk, en tout cas. Il y a une importance malsaine et, à mon avis, totalement décalée qui est donnée à la figure de Zelensky. Parce que, comme tu dis, effectivement, ils sont avancés, ils pensaient pouvoir négocier. Alors, ils auraient pu gagner, ils comptaient sur quoi aussi? Ils comptaient pas, en fait, sur une occupation. Et c'est bien la différence. Dans leur tête, ils reprenaient un territoire. C'est-à-dire qu'ils comptaient aussi sur la population. Et globalement, ils avaient été quand même plutôt bien acceptés, en fait, en tout cas dans l'Est de l'Ukraine. Les gros combats sont passés après qu'ils aient reculé parce qu'il y a eu un vidage de population, parce qu'il y a des forces complètement fanatiques néo-nazis qui ont été envoyées pour motiver l'armée ukrainienne derrière et qu'elle ne recule pas. Et là, ça a changé la configuration du conflit. Mais au départ, justement, la Russie comptait sur le fait qu'elle reprend ce territoire historique. Et globalement, les populations à l'Est étaient quand même plutôt pro-russes parce que ça ne leur plaisait pas du tout l'évolution des politiques qui étaient menées à Kiev, puisque quand même, il faut rappeler qu'au niveau des clans politiques, petit à petit, les groupes gouvernants politiques à Kiev ont été complètement bourrés par des politiciens venant de l'ouest de l'Ukraine. Ce qui a changé le cours politique du pays, qui a perdu l'équilibre qui avait tenté d'être mis après la chute de l'Union soviétique. Donc, c'est pour ça que la Russie n'avait pas dans cette idée de mettre en place une grosse guerre avec une grosse armée, parce que elle ne faisait pas la guerre à l'Ukraine. Elle venait récupérer certains territoires et essayer de négocier à Kiev pour que justement poser une certaine ligne et trouver un équilibre. Mais là où il y a une deuxième erreur stratégique phénoménale, c'est Zelensky. C'est-à-dire, après déjà tout ce qui s'était passé avant avec les précédents pseudo-présidents ukrainiens depuis le Maïdan, de penser qu'une figure qui a été posée par l'Occident peut prendre ce genre de décision de manière autonome, on se demande quand même ce que foutent les services analytiques en Russie. Parce que soit il y a une méconnaissance des rapports d'analyse qui sont produits parce que ça ne va pas dans le sens des décisions qui veulent être prises,
Ça aussi, historiquement, ça a existé, et ça existait notamment à la fin de l'Union soviétique, et ça s'est pas mal fini pour les élites en place à l'époque. Soit il y a un problème au niveau de la qualité de l'analyse de la situation fournie. Ça, c'est un autre élément. Après, ça, je ne sais pas. Mais et on sent toujours cette espèce de focalisation sur le fait qu'il faut faire partir Zelensky. Super. Et alors, et derrière, on va mettre qui? Zaloud, et il sera mieux. Non, mais et puis, il y a un autre élément qu'on avait tellement ridicule, surtout qu'en plus, ok, on va faire des élections et on va les trouver où, les partis politiques? Non, mais parce qu'ils ont tous été détruits quand même en Ukraine. Il n'y a plus de partis politiques. Donc, ce sont pas des élections. Parce qu'il peut pas y avoir de pluralisme politique quand il n'y a plus de partis politiques d'opposition. Quand, de toute façon, bon, d'accord, il y a moins de financement sur les médias ukrainiens depuis l'arrivée de Trump. Mais enfin, globalement, ils ont été tellement nettoyés qu'il y a rien qui va ressortir non plus, parce que de toute façon, et la Russie ne finance pas non plus là-bas. Donc, et comment on organise réellement des élections libres? Non. Ça marche pas. Mais là, il faut rappeler que 80% du financement des médias ukrainiens venait de l'USAID américain. Ça a été révélé par la suite. Et puis, alors, il y a un autre élément qu'on avait évoqué dans des épisodes précédents. C'est également une autre erreur stratégique. C'est qu'une partie importante des populations russophones d'Ukraine, qui traditionnellement étaient pro-russes en 2014, ne l'était plus forcément en 2022, notamment dans la région de Kharkov, Odessa, etc., parce qu'elles s'étaient senties trahies par le fait que la Russie soit arrêtée au Donbass et n'ait pas poussé sa dynamique en 2014 plus loin. Alors, pour revenir à éléments sur ce, juste pour repréciser, parce que ça, c'est un élément effectivement extrêmement important que tu as souligné. À ce niveau-là, le temps joue contre la Russie, et c'est ce qu'ils n'ont pas compris en 2014. Parce que, bon, ok, certains sont sentis trahis, mais il n'y a pas que ça. Déjà, il y a eu un départ massif de population après, parce qu'il y a une grosse partie des gens qui réellement étaient pro-russes, qui finalement sont partis soit en Russie, soit dans le Donbass, parce que la situation et le contrôle sur ces territoires a été radicalisé par les milices de Kiev, et sinon ils étaient persécutés. Deuxième aspect, la propagande. Il faut pas quand même minimiser le poids de la propagande. Quand on parlait de 80% des médias ukrainiens qui étaient pris en charge par USAID, la question des programmes scolaires, des films, de la télévision, de la radio, des réseaux sociaux, il y a une propagande intrusive extrêmement forte qui s'abat depuis des années sur la population ukrainienne. Et ça aussi, ça laisse des traces. Sans compter, sans oublier simplement les mesures de coercition aussi, qui fait que dès qu'on relève la tête un peu trop, on se fait rabaisser. Et là où réellement, à mon avis, ils se sont sentis trahis, pour revenir sur le sentiment de trahison, c'était même pas tant 2014 que 2022. Parce que quand vous avez l'armée russe qui arrive jusqu'au port de Kiev et ensuite qui recule de centaines de kilomètres en arrière, les gens ils comprennent plus. Vous venez, vous repartez, on viendra peut-être, on revient pas. On fait pas ça comme ça. On joue pas avec les gens. Donc là, il y a une perte de confiance et on peut les comprendre. Les gens. Pareil à la ville de Kherson qui a été totalement livrée elle-même. Je suis désolée, il n'y a même pas eu de combat, ils sont partis. Donc à Kharkov, il y a eu énormément de combats. Ça a été autre chose parce qu'effectivement, il y a vraiment des unités spéciales qui ont été envoyées. Il y a eu un combat extrêmement difficile, d'accord. Mais il y a un côté humain qu'il faudrait peut-être prendre en compte parce que soit vous arrivez parce que réellement vous voulez libérer, faire quelque chose, soit vous arrivez pour essayer de négocier et après on voit derrière, mais vous perdez la confiance des gens. Et ça, il me semble que le problème, c'est que je ne suis pas certaine que ces leçons-là aient été tirées aujourd'hui par les élites dirigeantes russes. Autant elles ont tiré des leçons, comme tu as dit, sur la question du nettoyage de l'armée. On a vu les grandes fortifications de Koursk qui ont été extrêmement chères et surtout extrêmement discrètes. On a vu un grand nettoyage aussi au niveau des contrats qui étaient passés avec l'armée et qui n'étaient pas réalisés. Donc là, il y a effectivement un grand nettoyage qui a été fait. Il y a petit à petit aussi, non seulement avec la mobilisation au départ partielle, mais surtout avec le développement des contrats qui apportent régulièrement des gens parce qu'il y a des gens qui le veulent, beaucoup. Donc, ça permet de faire avancer la machine, sachant que la conception du patriotisme en Russie est quand même pour l'instant bien contrôlée et ils ne veulent surtout pas que ça monte trop. Donc il y a ici effectivement certaines leçons qui absolument doivent être retirées si la Russie veut au moins essayer d'avoir une certaine victoire, parce que pour l'instant on a l'impression que à part réussir à négocier, il n'y a strictement aucune conception de qu'est-ce qu'est la victoire. Ça veut pas dire qu'on
Mais au moins, on doit savoir où aller. Alors ça, on va y revenir, mais restons un peu sur la question de la révolution mentale ou cognitive que tu as évoquée, parce qu'elle est effectivement fondamentale. Alors le problème de ce type de révolution, c'est qu'elle ne peut pas avoir lieu au niveau de la même génération qui a été formatée depuis 25 ans par le consumérisme, le Tout à néolibéralisme et fait. le mondialisme. Donc il faut au moins qu'il y ait une rupture générationnelle, c'est-à-dire une ou deux générations pour aboutir à cela. Et donc dans le contexte de ce conflit-là, cette révolution ne peut pas venir comme une sorte de Deus ex machina rapidement et elle ne peut pas être décrétée. Et donc on est obligé de composer avec les mentalités qu'on a aujourd'hui en Russie, autant les élites que les Et la populations. population aussi. Tout à fait. Et donc, en plus, il y a d'autres contraintes que j'aimerais introduire pour voir ce que tu en penses. Alors, premièrement, il y a le contexte économique immédiat. C'est qu'il y a un effondrement du prix du pétrole. On a frôlé les $50. Aujourd'hui, ça remonte. On est autour de 63, mais ça pose un certain nombre de difficultés au niveau budgétaire pour la Russie. Ce qui est de nature à amener la Russie à vouloir un peu négocier peut-être. Deuxième élément, on sait que Poutine n'est pas un idéologue et qu'il n'a pas de vraie idéologie, si ce n'est le patriotisme et puis une forme de libéralisme étatiste, de marché contrôlé plus ou moins de loin par l'État. Mais il n'a pas d'idéologie. Et de ce point de vue, si on prend de la hauteur, bah peut-être que pour Poutine et pour Trump, il est plus intéressant de négocier des questions globales, comme la question de l'Arctique, de la route qui passe par l'Arctique, la question du Groenland, la question des équilibres dans un monde multipolaire, plutôt que de s'acharner à savoir à qui appartiendra Kramatorsk ou Slaviansk, ou une mine de charbon dans le Donbass, qui paraît secondaire. Et que de ce point de vue, Poutine serait prêt à concéder un traité de paix sans victoire réelle, c'est-à-dire jusqu'à Odessa, etc. Mais en échange, il pourra recevoir des compensations à une échelle géopolitique plus globale de la part de Washington. Peut-on dire que ça joue sur la balance actuellement? Il y a, à mon avis, plusieurs éléments. Un, oui, dans le sens où nous sommes actuellement dans une époque de marchands. Et quand on voit Trump dire concluez la paix et après vous allez se faire du fric en passant des contrats en négociant avec les États-Unis, on a l'impression d'entendre parler un marchand de tapis. Il est vrai aussi que effectivement, oui, Poutine est dans cette logique commerciale et aussi pour la bonne simple raison que il y a une peur panique de revenir aux problèmes économiques qui avaient lieu à la fin de l'époque soviétique, qui a conduit au désaveu de ce système par la population qui est partie courir à se jeter dans les bras du McDo. Donc, ils n'ont pas forcément envie, effectivement, de répéter cette erreur-là. Maintenant, je dirais que qu'il soit idéologue ou pas, globalement, il n'a pas le choix, Poutine. Trump, il a le choix parce qu'il s'en fout. Il fait son mandat, il part, il fera autre chose derrière. Il a aucune responsabilité. Il peut prendre tous les engagements qu'il veut. L'administration qui arrivera derrière lui pourra rompre tous les engagements qui ont été pris par Trump. Donc, c'est le problème aussi dans ces négociations, c'est que globalement, la valeur de la parole de Trump est nulle. Elle n'a de poids que jusqu'à la fin de son mandat. Point. Il peut lever toutes les sanctions qu'il veut, mais si pour l'instant, il les a quand même toutes reconduites, en geste de bonne volonté lui aussi. De toute manière, le prochain président pourra les rétablir. Donc, l'intérêt pour la Russie, même s'ils veulent à ce point faire du business, et on voit qu'ils envoient des personnalités russo-américaines quand même de poids pour négocier. Si l'on prend le cas de Dmitriev, par exemple, parti aux États-Unis à l'âge de 14 ans, quand il est né à Kiev, dans les années 70. Arrivé aux États-Unis dans le cadre d'un échange scolaire, il y reste. Il y fait toutes ses études. Il bosse à McKinsey, à Goldman Sachs. Finalement, en 2010, il est Young Leader. C'est lui qui négocie. Il négocie pas du côté américain, il négocie du côté russe. Alors, je précise juste parce que sinon on peut avoir des doutes quand même. Et ça montre bien que oui, tu as raison, ils veulent négocier. Seulement, pas de bol, ils peuvent pas. Et ils peuvent pas parce qu'en face, il y a rien à négocier. C'est que Trump, il est peut-être pas un idéologue non plus, mais lui, il y a une chose très sûre qu'il veut. Il veut la victoire pour les États-Unis. Point. Et ça, pour lui, c'est très clair. Sinon, il aurait déjà arrêté les sanctions pour la Russie. Il aurait déjà arrêté d'envoyer des armes sur le front. Il aurait déjà arrêté le renseignement pour l'armée atlantico-ukrainienne. Il continue. Donc, ça veut dire que son choix, il l'a fait. La Russie a du mal à le faire, ce choix, parce que elle, par contre, elle doit réellement assurer derrière. Parce que ça va pas changer dans 2 ans. Ils pourront pas se laver les mains en disant c'est les autres. Et surtout parce que c'est son territoire.
Donc, autant pour les États-Unis, Kramatorsk, Kramatorsk, en effet, je suis même pas sûre qu'ils sachent où ça se trouve, donc effectivement, ça représente strictement aucun intérêt. En Russie, dans chaque famille, on sait où ça se trouve et on sait qui y habite. Et tu sais, je pensais à une chose aujourd'hui, justement dans cette espèce de conflit presque existentiel dans lequel se trouvent les élites russes. Je sais pas si tu te souviens, il y avait cette espèce de film qui a bercé notre jeunesse. Il faut aller sauver les soldats Ryan. Et en fait, la difficulté pour la Russie, c'est de savoir qui elle doit sauver. Parce qu'on n'arrête pas de partout, il faut sauver des vies. Ok, super. Le problème, c'est de savoir et quelle vie on doit sauver. Et finalement, la Russie, elle doit choisir. Elle doit aller sauver le soldat Ryan ou elle doit aller sauver les habitants de Kherson. C'est pas facile comme choix, hein. Mmh. Mais est-ce que la victoire américaine, telle que vue par Trump, coïncide-t-elle forcément avec une victoire de l'Ukraine? Parce qu'on peut partir de l'idée qu'une victoire américaine serait une forme de compromis où Kiev perd beaucoup, je veux dire, elle perd quand même 4 régions, sans parler de la Crimée, et où la Russie sort avec une victoire relative, ce qui permet un peu de sauver la face autant à Washington qu'à Moscou. Et que du point de vue de Moscou, c'est vu peut-être comme un deal acceptable. Parce que Poutine est dans une posture très particulière. Techniquement, sur le plan militaire, il n'a pas intérêt à la paix. Le front est en train de bouger en faveur de la Russie a l'initiative, elle grignote petit à petit. Certes, elle ne peut pas provoquer une rupture stratégique, il faut trouver quelque part 150 000 soldats, mais elle avance petit à petit. Donc ce que Poutine dit, il dit, moi je suis pas contre la paix, mais à condition que la paix me rapporte au moins ce que me rapporte la guerre, sinon davantage. Oui. C'est le coup d'opportunité. J'accepte la paix, mais en échange, je dois avoir plus que me rapporte la guerre. Et du côté de Washington, le fait de sauver une forme d'îlot d'étaticité, même sous mandat américain et occidental en Ukraine, serait quand même une petite victoire, c'est que Kiev ne s'est pas effondré totalement et qu'il y a un bout d'Ukraine qui continue d'exister. Alors peut-on dire qu'on est actuellement dans ce schéma-là, au fait? En tout cas, c'est exactement le schéma que Trump essaie de vendre et que les élites globalistes essaient de vendre. Alors, pour revenir sur la question de quel est l'intérêt de la victoire de l'Ukraine. Oui, en effet, je pense que de toute façon, tout le monde s'en fout de la victoire de l'Ukraine. Déjà pour la simple et bonne raison que l'Ukraine a perdu. Comme pays, elle a perdu. Elle a perdu en 2014 parce que quand on se vend, on perd. Et la Syrie le sait, elle a vécu, l'Irak le sait, ils savent ce que c'est. Donc, à partir de ce moment-là, c'est fini. Il y a aussi en Irak un super gouvernement. Et il y a même une certaine illusion d'État. On peut se demander dans quelle mesure ils ont réussi à survivre à la démocratisation américaine. Je pense qu'il restera encore moins de l'Ukraine au niveau institutionnel qu'il ne reste des institutions en Irak. Donc, en ce sens, l'Ukraine, elle a perdu. Étatiquement, l'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine a eu une chance d'exister après la chute de l'Union soviétique, puisqu'il y a eu un État ukrainien qui a été créé. Le problème, c'est que l'Ukraine n'a aucune histoire constitutionnelle. Elle n'a aucune histoire, culture institutionnelle. Les quelques fois et 2 fois où elle a été autonomisée, elle a été utilisée en général par l'Allemagne ou par les anglo-saxons contre la Russie. L'histoire se répète, c'est tout. Donc, sur cette question, il me semble que c'est réglé. La question de savoir, c'est qui va se partager les morceaux du gâteau. À chaque fois, c'est le cas. La seule différence, c'est qu'à l'époque, les États-Unis n'étaient pas une puissance qui pouvait se permettre de partager le gâteau de cette région. Avant, c'était essentiellement l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Maintenant, il y a les États-Unis qui sont entrés dans le jeu. Mais finalement, c'est la seule chose qui est changée. Donc, fonctionnellement, l'histoire se répète pour l'Ukraine. Le problème est que si les États-Unis, si les élites globalistes étaient intelligentes, elles auraient pu proposer un deal acceptable à la Russie. Et effectivement, la Russie aurait été prête à accepter, parce qu'on ne se lance pas à ce point dans un processus de négociation si derrière on n'est pas d'accord pour finalement quand même accepter quelque chose. Or, le problème, que ce qui est proposé par les États-Unis est absolument inacceptable pour la Russie, parce que dans ce cas-là, ça revient à faire c'est de la haute trahison ce qu'ils leur proposent. Ils demandent aux élites russes de trahir la Russie et de faire eux-mêmes ce que l'armée atlantico-ukrainienne n'arrive pas à faire, c'est-à-dire déposer l'armée russe. Et en plus, à la faire reculer. Donc, pour la Russie, ça n'est pas acceptable.
Mais là, vous parlez de quelle offre? De l'offre du camp globaliste fanatique ou de ce qui a été proposé là, ce qui est sorti ces derniers 24 heures. C'est-à-dire la ligne de front, comme ligne voilà, de et étant le plan de paix de Trump là qui vient de sortir. On ne sait pas si c'est lui ou pas lui, en tout cas c'est présenté comme tel, qui quand même, hein, entre parenthèses, prévoit que la centrale de Zaporozhye, qui est quand même complètement administrée par la Russie, tout à coup repassera en territoire ukrainien, ce qu'ils essayent de faire depuis le début, mais ils n'arrivent pas. Et en plus, ce qui est très bien, c'est qu'elle sera exploitée par les États-Unis. Et parallèlement à ça, les États-Unis imposent également un contingent de forces de la paix. On a vu ce qui faisait déjà l'OSCE dans le Donbass, donc on n'imagine même pas ce que va faire une armée armée, donc de gens armés sur le territoire qui reste sous contrôle entre guillemets de Kiev, hein, donc en tout cas des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, et sinon pas que de l'OTAN, mais des pays compatibles avec l'OTAN. Ce sont des conditions que la Russie ne peut pas accepter. Sans oublier une autre chose, c'est que il ne peut pas y avoir de reconnaissance des jurés. Et ça, ils viennent enfin de le dire aussi. Et c'est quoi une reconnaissance de facto? Vous imaginez juste, hein, je ne sais pas si vous êtes un minimum, pour les gens qui sont juristes, vous imaginez, vous établissez un accord, donc écrit, juridique, dans lequel vous dites qu'il n'y aura pas de reconnaissance juridique, il y aura une reconnaissance de facto. Et puisque vous l'écrivez dedans, ça veut dire qu'elle est juridique, la reconnaissance. Sinon, vous ne pouvez pas l'écrire. Donc, ça veut dire que vous n'allez rien écrire. Donc, ça veut dire que finalement, le conflit est simplement gelé. Il n'est pas résolu. Et qu'en plus, vous mettez des forces armées en face, ça veut dire que très rapidement, il va repartir. Donc, évidemment, ce genre d'accord, la Russie ne peut pas accepter, justement parce qu'ils ne peuvent pas trahir, et ils ne veulent pas trahir la Russie, le pays. Donc, il y a quand même une certaine faiblesse dans ces positions, et de part et d'autre. Hein. Mais chaque faiblesse est différente. Mais ces faiblesses sont là. C'est-à-dire que les atlantistes ne sont plus suffisamment intelligents pour au moins faire semblant un minimum, un certain temps, pour gagner du temps, pour amener la Russie à la faute et derrière reprendre les armes. Et la Russie, de son côté, est aussi fait montre également de faiblesse quand elle n'est pas capable de concevoir et de parler de victoire et que elle ne fait que parler de paix. Ça n'est pas normal. Elle reprend le discours de CNN. Il n'y a aucune différence entre Pierre Buchanan et CNN ces derniers temps. Ça, c'est pas normal, puisque normalement, ils sont quand même de deux côtés du front différents. Donc, il y a un certain rapport de faiblesse. Ce qui fait que nous entrons, en fait, effectivement, dans une sorte de guerre d'usure. Je pense pas que l'on soit dans des... je peux me tromper, hein, personne, on n'a pas de boule magique, mais en toute logique, je pense pas qu'on soit dans des configurations Première ou Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, c'est des guerres qui sont assez courtes, qui sont compactes. Comme bon, il y a eu des poussées un petit peu avant, mais pas à ce niveau-là quand même, pas à ce point-là. Et ce sont des guerres qui sont compactes, intensives, et qui finissent clairement. Là, nous sommes plus dans des configurations guerre 30 ans, guerre de 100 ans, avec on avance lentement, ce sont des guerres d'usure, d'épuisement de l'ennemi et un petit peu de soi aussi, et ça avance, ça s'active, ça se calme, etc. À mon avis, on n'est plus dans ce genre de configuration, parce qu'il y a trop de faiblesse, en fait, de part et d'autre pour donner l'élément nécessaire, comme tu disais, si elle veut gagner, il faut mobiliser des forces. Ces forces, personne ne veut les mobiliser pour l'instant, parce que la société aussi, elle a été quand même travaillée depuis 30 ans. Mais pas que la société russe, parce que je demande beaucoup à voir qui ils vont envoyer quand même, s'ils veulent envoyer ces contingents en Ukraine du côté occidental, parce que ça serait intéressant de voir leur motivation. Alors, peut-être que l'accord de paix proposé par Trump, par la médiation de Kellogg et d'autres diplomates, n'est peut-être qu'une base de négociation. On connaît le style de Trump, c'est qu'il place toujours la barre très haut pour après mieux négocier. Et que peut-être à terme, d'ailleurs récemment, on a eu l'information selon laquelle Washington aurait mis la pression sur Kiev pour reconnaître dans le cadre du traité de paix la russéité de la Crimée, des jurés. Ce qui pourrait être bon signe, c'est que les États-Unis ont commencé à entrevoir cette possibilité qui était totalement écartée avant. Et que peut-être à terme, on pourrait aller vers un schéma, sachant qu'il y a des précédents à peu près, où l'Ukraine continuera de ne pas reconnaître ces territoires comme étant des jurés russes, mais Washington pourrait de manière unilatérale reconnaître ces territoires comme étant russes. Et on entrerait dans un schéma un peu comme le Kosovo, où il y a une partie de la communauté internationale qui le reconnaît comme un État indépendant et une autre partie de la communauté internationale qui considère toujours que c'est une province de la Serbie.
Je pense pas qu'on soit dans le cas du Kosovo. Le cadre est complètement différent parce que non, le cadre est différent, mais je veux dire qu'un territoire qui n'est pas reconnu de la même manière par différentes parties du globe. C'est que les l'intérêt, parce États-Unis que peuvent... la différence, la finalité du Kosovo, et ça, à mon avis, c'est un exemple qui est extrêmement dangereux et c'est bien que tu l'aies soulevé, c'était la finalité en soi, la reconnaissance du Kosovo. Là, la question de la reconnaissance de la Crimée, et on ne parle pas de la reconnaissance des jurés des autres territoires, or ils sont rentrés dans le cadre du droit russe, par la Constitution. Donc là aussi, il y a quand même quelque chose d'inacceptable pour la Russie. Mais même si on reste simplement sur la question de la Crimée, la reconnaissance de la Crimée, ce n'est pas une fin en soi, c'est un instrument. Le but, c'est de mettre fin au conflit. Or, cette reconnaissance partielle à dimension variable, elle ne mettra pas fin au conflit, justement. Donc c'est en ce sens-là où on n'est pas dans la même configuration, et en soi, ça ne résout rien. Et c'est exactement ce que dit la Russie. Eux, ça les intéresse pas parce que de toute façon, ça résoudra rien derrière. Non, mais ça implique une chose au moins, c'est que si jamais ça a lieu et que dans 2-3 ans, l'armée ukrainienne attaque la Crimée, du point de vue de Washington, ça serait une agression contre la Russie. Je pense qu'ils en auront rien à faire. Et si jamais l'armée atlantico-ukrainienne et pas ukrainienne, parce qu'il n'y a plus rien de l'armée ukrainienne, on va arrêter les mythes, à part quelques hommes qui ont. Bon, il y a l'infanterie. C'est ce que j'y vois là, par les hommes qui n'ont pas le choix et qui y vont, quoi. Mais c'est pas eux qui décident. Donc, s'il est décidé d'aller attaquer la Russie dans quelques années, ce qui sera exactement le cas si jamais ça s'arrête comme ça maintenant, ça c'est sûr. De toute façon, ils iront pas sans ordre de Washington. Donc, oui. c'est pour ça, ça ne résout rien. C'est le problème, et ça, c'est un problème extrêmement important dans ce conflit, c'est qu'il y a une dimension de mise en scène qui est phénoménale. Chacun fait semblant. On fait semblant de dire qu'il y a une armée ukrainienne et pas atlantico-ukrainienne. On fait semblant de dire que l'Ukraine est un État, donc qui va reconnaître, qui va pas reconnaître, et pas un front. On fait semblant de dire que les États-Unis sont un arbitre et qu'ils auraient la grandeur d'âme de pouvoir reconnaître quelque chose, et surtout l'illusion que cette reconnaissance va durer dans le temps. On oublie complètement que, et si les globalistes européens ne reconnaissent pas, quel est l'intérêt dans ce cas-là? On se pose pas de questions. Le problème, c'est qu'il y a vraiment trop on construit un discours autour de ce conflit qui est beaucoup trop décalé de la réalité. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'à un moment donné, la réalité, elle nous rattrape et elle peut franchement nous exploser au visage. Alors, une avant-dernière question. N'y a-t-il pas également un phénomène de lassitude du côté des BRICS, de l'autre côté? Que peut-être les Chinois en ont assez de ce conflit-là et veulent également peut-être mettre la pression sur les différents partenaires pour aboutir à cela. L'Inde également qui est un peu embêtée et qu'il y a plein de projets, de routes commerciales qui pourront passer éventuellement par l'Ukraine, mais dans un schéma de conflit larvé et permanent, ça ne sera pas possible. Donc, du côté de Pékin, y a-t-il pas également une forme de lassitude Je pense, effectivement, et je pense qu'il n'y a pas que Pékin. Je pense qu'effectivement, il y a plein de gens qui ont envie de faire du business. Et la guerre, ça les emmerde. Mais je te dirais qu'à la limite, c'est leur problème. Hein, parce qu'il y a des choses... Mais ça met la Russie en difficulté, puisqu'elle dépend également des flux... avec ses partenaires, mais puisque les États-Unis aussi sont pour elle des partenaires à nouveau maintenant. Donc, bon, elle se débrouille avec ses partenaires. En tout cas, ça pose un problème pour certaines élites. Ces élites commerçantes dont on parle, oui effectivement, parce que il y a quand même une chose importante dans la vie, c'est de faire du business. Après, le reste, c'est quand même franchement secondaire. Et là, c'est la question de savoir quelle vision du monde l'emporte. Et c'est normal que les BRICS s'en foutent de la guerre en Ukraine. C'est pas leur guerre. C'est pas leur territoire. C'est comme moi, les relations entre la Chine et le Tibet, je te dirais que ça m'intéresse pas plus que ça. C'est son problème à la Chine et c'est le problème du Tibet. Ce qui ne veut pas dire que ça ne leur plaît pas de voir l'Occident buter sur le bouclier russe. Absolument. C'est jouissif de voir de loin. Voilà. Ouais, ça affaiblit la position de l'Occident, le fait que la Russie tienne bon. Donc, c'est aussi dans leur intérêt. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est la question est quelle vision du monde on a. Maintenant, le problème, c'est que chacun arrive avec, comme on dirait ici, avec ses 5 kopecks pour essayer d'expliquer que la paix, c'est bien, la guerre, c'est mal. Quelle paix, quelle guerre? C'est trop simpliste. Hein. Une guerre quand vous partez agresser votre voisin et que vous avez rien à faire, oui. Une guerre quand vous venez déstabiliser un pays, c'est un peu la spécialité américaine, oui, c'est mal, ok. Quand vous défendez vos intérêts vitaux, c'est pas mal, c'est normal. C'est ça le problème. La paix, c'est bien si la paix, ça permet réellement de vivre en paix. Quand ça, pour la paix, vous devez vous soumettre, c'est pas bien, parce que c'est une défaite, parce que vous disparaissez comme culture, comme civilisation, comme peuple.
Donc, c'est trop facile de dire il y a les méchants, les pro-guerre, il y a les gentils, les pro-paix. C'est un peu dessin animé quand même. Il me semble qu'il faudrait essayer de remettre un peu la complexité de l'approche, parce que c'est exactement le schéma que l'on veut nous imposer. A priori, la guerre c'est mal, a priori, la paix c'est bien. Oui, certes, c'est plus agréable en tout cas de vivre en paix. C'est extrêmement compliqué de vivre en état de guerre et ça oblige. Mais on en revient sur l'action. Et quelle vision du monde on a? Est-ce que ce qui est le plus important, c'est les routes globales de commerce? Ou est-ce qui est le plus important, c'est qu'un État puisse défendre ses intérêts vitaux? Et la Russie a quand même un peu forcé par le cours de l'histoire décidé d'essayer de défendre ses intérêts vitaux. Alors que ça dérange la Chine, l'Inde, je sais pas moi, même la Hongrie qui voudrait bien retrouver la paix, je dirais que c'est leur problème. Mais il me semble que c'est aux Russes de décider. Mais ça devient le problème de Moscou si jamais ça a des répercussions sur les échanges commerciaux et l'aide technologique, électronique, des composants qui manquent à la Russie qui viennent de Chine. Ah, mais après, Ou bien l'Inde qui achète assumé. le pétrole et le gaz. Tout à fait. C'est que si on décide, et c'est là où on en revient au problème idéologique, et c'est pour ça que Poutine, il est idéologue, il est pas idéologue, mais il n'a pas le choix. Parce que ils ont fait un choix idéologique. À partir du moment où ils ont décidé de défendre leurs intérêts vitaux, qu'ils le veuillent ou pas, c'est un choix idéologique. Et c'est un choix qui oblige à reprendre une souveraineté industrielle, une souveraineté intellectuelle, une souveraineté technologique, évidemment. Et ça, par contre, ça peut être compliqué au début, mais c'est extrêmement bien pour la Russie de façon stratégique, à terme, parce que ça lui donnera beaucoup plus de force, beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'indépendance. Quel pays peut être une puissance politique internationale s'il n'a pas une base économique sur laquelle il puisse s'appuyer? Personne. La puissance des États-Unis s'appuie essentiellement aussi sur le dollar, sur leur capacité justement à maîtriser ces marchés globaux et à les avoir créés, donc ils les maîtrisent. La Russie, si elle continue à jouer selon ces règles qui ont été posées par l'Occident, évidemment, elle va se trouver mal. Mais ça, justement, il faut aussi, c'est pour ça qu'on dit cette révolution cognitive, c'est tout ce schéma de pensée qui doit être englobé. D'une certaine manière, ça commence à être un petit peu compris en Russie, mais encore difficilement, c'est clair. Alors, dernière question, on a eu, après la visite de Zelensky à Washington et la correction qu'il a reçue, on a eu un arrêt verbal de la part de Trump de l'aide et du soutien militaire livré à l'Ukraine. Et j'insiste sur le côté verbal, parce qu'effectivement, en réalité, les renseignements, en tout cas les positions, la mise à feu des missiles HIMARS, etc., continuent à être réalisés, ne peuvent pas l'être par l'armée ukrainienne. Et puis, récemment, je crois que c'est juste hier ou ce matin, il y a Vance, le vice-président américain, qui a annoncé que si un accord n'est pas conclu dans les prochains jours ou les prochaines semaines, les États-Unis vont tourner la page et passer à autre chose. Alors, s'agit-il d'une menace? Qu'est-ce que cela implique concrètement, ou s'agit-il d'une fausse menace puisque le soutien va continuer comme il a continué la fois précédente? Alors, la question est de savoir à qui il parle. Et ça, c'est pas évident. Pour essayer de comprendre à qui il parle, parce que soit c'est adressé entre guillemets à l'Ukraine, bon, c'est-à-dire plutôt aux élites plus radicales, soit c'est adressé à la Russie. Et dans ce cas-là, ça n'a pas les mêmes implications. Si c'est adressé aux élites plus radicales, ça voudrait dire bon, vous vous débrouillez, nous on a autre chose à faire. Ok. Si c'est adressé à la Russie, ça veut dire va falloir vous débrouiller parce que maintenant, dans ce cas-là, on ouvre les vannes et on fournit le front. J'ai du mal pour l'instant à imaginer que réellement les États-Unis de Trump, c'est-à-dire que l'administration Trump soit en mesure et suffisamment de poids politique, même si jamais ils en avaient la volonté, pour arrêter réellement et totalement de fournir le front. C'est quand même assez difficilement concevable. Au minimum parce que Trump n'est pas arrivé au pouvoir après une révolution aux États-Unis. Il est arrivé au pouvoir après des élections mouvementées, mais après des élections. Et le jour de son entrée en fonction, les anciens présidents américains étaient tous là, en randonnion, bien gentils, bien assis. Donc, il n'y avait pas de rupture cette fois-ci. Ça n'a rien à voir avec 2016. Et ils ont bien préparé aussi, on va dire, l'intermède
avec renforcement de l'implication de l'Union européenne. Il y a eu de grosses fournitures d'armes et de fonds qui ont été faites ces derniers temps par les États-Unis. Ils sont en train de mettre en place des systèmes de prêts, c'est-à-dire qu'après, comme ça, ils vont pouvoir se repayer sur la bête. Ils n'ont strictement aucun intérêt à arrêter la fourniture du front. C'est pour ça que, quoi qu'on en dise, il me semble plutôt que le message est envoyé à la Russie. Et même si les médias russes, les blogueurs russes sont tous dans le style de « il est en train de menacer Zelensky », Zelensky va prendre peur. À un moment donné, Zelensky va faire ce qu'on lui dit de faire. Quand on lui dit qu'il va falloir signer, il va signer, point. Ou sinon, il va aller partir se coucher et se cacher, on mettra quelqu'un d'autre à sa place qui signera. Donc, ça, je pense pas que c'est plus un problème de logistique, c'est pas un problème réellement politique. Sachant qu'Israël également qui détourne une partie de la production américaine d'armement, qu'elle a besoin de munitions. Tout à fait. Voilà, donc il y a largement ce qu'il faut. Mais la Russie, elle, par contre, effectivement, peut hésiter parce que, comme on l'a dit, ils n'ont pas forcément envie de mobiliser plus de forces. C'est pas qu'ils n'ont pas ces forces. Enfin, moi, je pense qu'ils ces forces, objectivement, ils les ont. Ce qu'ils n'ont pas, c'est la volonté politique de changer de paradigme. Parce que pour mobiliser ces forces, il faut sortir du discours CNN. Au minimum. On peut pas dire vive la paix et essayer de mobiliser mentalement un petit peu plus la société. Il y a quelques jours de ça, juste pour donner un exemple, il y a eu une exposition très intéressante et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont à Moscou, je les conseille fortement d'aller voir cette exposition de photos des reporters de guerre de Donetsk, qui est dans la galerie Belaeva. C'est un petit peu excentré, mais c'est largement accessible. Et il y a eu une présentation qui a été faite. Déjà, on notera quand même que cette exposition est une exposition temporaire, mais qui dure quand même 1 mois et demi. Donc, c'est quand même ça. Qu'elle a été quand même bien placée, pas dans le centre. Pour peut-être ne pas trop déranger lors des vendredis soirs pour les petites sorties sympathiques. Mais au moins, elle a lieu. Et j'ai beaucoup aimé un jeune photographe, si t'es jeune, il doit avoir quoi, 25 ans, qui faisait des photos magnifiques, et surtout ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est l'humanité de ces photos, c'est la sincérité de ces photos. Il y a rien qui choque en tant que tel, mais il y a tout qui prend aux tripes, en fait. Et ce jeune qui disait, vous vivez bien à Moscou, c'est tranquille, vous comprenez pas qu'il y a la guerre. Pour vous, la guerre, c'est un truc abstrait qui est loin, qui vous concerne pas. Vous savez, nous aussi, en 2012, on n'y pensait pas. Et si vous continuez à ne pas y penser, le problème, c'est qu'un jour, elle va vous rattraper. Et je pense qu'il a entièrement raison. On en revient toujours à la même chose. Tant qu'on n'arrivera pas à faire un changement de pensée. Le problème, c'est que la Russie, elle n'a pas 2 générations pour réussir à le faire. Donc, il va falloir accélérer un petit peu le processus. 2 générations, c'est en temps de paix. Le temps de guerre joue aussi, entre guillemets, tragiquement, mais joue aussi, pour le coup, pour le bien, pour elle. Parce que ça permet d'accélérer certains processus qui, sinon, auraient pris effectivement 50 ans. Et qui, là, peuvent être faits de façon beaucoup plus rapide. Sans oublier qu'il y a quand même une base de la population qui, elle, a déjà opéré cette révolution cognitive. Et on arrive à une situation assez surprenante quand on commence à retrouver en Russie, sur certaines questions, à certains moments, pas autant qu'en Occident, mais quand même, cet espace de rupture, cet espace grandissant entre le positionnement idéologique de la population et le positionnement idéologique des élites dirigeantes. Et ça, par contre, c'est extrêmement dangereux. Donc, il y a ces processus qui quand même se mettent en place. Et c'est pour ça que dans ce sens-là, l'histoire oblige. Parce que objectivement, pour l'instant, il n'y a pas de compromis possible qui puisse être fait sans que l'une des 2 parties au conflit, je ne parle pas de l'Ukraine, je parle des élites globalistes et de la Russie, ne puisse accepter l'offre proposée sans perdre la face, c'est-à-dire sans qu'il y ait réellement de défaite. Et dans ce cas-là, le système, soit de l'un, soit de l'autre, va s'effondrer. Or, ils ne sont pas suicidaires. Donc, à mon avis, on continue dans ce schéma difficile, mais le temps, là, ne joue pas forcément toujours que contre la Russie, il joue aussi largement contre l'Occident, parce que ça montre qu'il est possible de lui résister.
Ça montre qu'on peut résister des années sans s'effondrer, parce que l'économie russe, oui, il y a des complications, mais elle s'est pas effondrée du tout. Les gens y vivent quand même, ils vivent pas mal. Hein. À Paris non plus, on vit pas super bien en ce moment, quand on voit quand même l'augmentation des coûts du cours de la vie, l'électricité, et les salaires, ils augmentent pas. Donc, si on compare les difficultés économiques qu'il y a en Russie avec les difficultés économiques, par exemple, qu'il y a en France, les autres pays je connais pas, mais la France je connais quand même pas mal aussi. Je dirais que la France, pour un pays qui formellement n'est pas en guerre, en tout cas n'a rien à voir dans ce conflit normalement, elle paye un tribut qui est complètement démesuré par rapport à son intérêt. C'est pire en Allemagne. En Allemagne aussi, il y a tout ce discrédit après de cette idéologie atlantiste qui maintenant n'est plus capable de se maintenir en place que par la force. Ça aussi, ça discrédite. Avant, ils arrivaient à séduire. La séduction, c'est terminé. Hein. On est passé au knout. Hein. Donc, la cravate. Donc, il y a tout ce processus qui joue aussi pour la Russie à long terme de façon stratégique. C'est pour ça aussi que Trump a besoin d'arrêter. Et de l'arrêter tout de suite, parce qu'il comprend aussi très bien que le problème des élites globalistes, et ça on l'a vu avec le coup de gueule de Vance à Bruxelles, et il avait entièrement raison, ces élites globalistes en Europe, c'est un danger pour la globalisation, parce qu'elle la discrédite complètement, parce qu'ils sont fanatiques, ils sont allés trop loin, ils sont contre-productifs. Comme ils disent, ils font plus le job. Donc ça marche pas. Et c'est pour ça que Trump a besoin d'arrêter l'hémorragie. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de la Russie, et est-ce que c'est dans l'intérêt de tous ces gens qui veulent passer à autre chose, qui veulent en finir avec la globalisation? Non, ces gens ont besoin d'une victoire de la Russie. Pas parce qu'ils sont pro-russes, mais parce qu'ils sont pro-français, pro-italiens, pro-marocains, pro-pakistanais, je sais pas, pro-chinois. Et ça, c'est une mécanique, c'est une dynamique, à mon avis. Il faut en parler, il faut que les gens arrivent à le comprendre. C'est pas la question de la guerre, c'est bien, la paix, c'est mal, la guerre, c'est mal, la paix, c'est bien. C'est pas ça, c'est on doit défendre les intérêts de notre pays, où qu'on soit. Et ça, c'est fondamental. Et donc, malheureusement, il faudra encore quelques dizaines de milliers de morts de part et d'autre pour aboutir à un début de compromis, malheureusement. Non, le problème, c'est pas arriver à un début de compromis. Le problème, c'est d'arriver à une paix qui soit réellement stable pour que derrière, on n'ait plus ces dizaines de milliers de morts. Parce que même en temps, entre guillemets, de paix, il y a combien de dizaines de milliers de morts? Parce qu'il y en a un qui organise une révolution dans un pays et qui liquide toute une partie et que derrière, ça déstabilise. L'autre qui va jouer en Afrique, à jouer les fractions de l'un contre l'autre, parce que son groupe a des intérêts économiques d'un côté et je te refais quelques milliers de morts, etc., etc. Le problème, c'est que, de toute façon, dans ce système de la globalisation, c'est la guerre. Mais c'est une guerre qui se conduit dans l'intérêt du pouvoir et des élites globales. Au prix. Mais jamais chez eux, moi, c'est ce qui me fait peur. Jamais chez eux. Je souhaite la guerre à personne, mais en l'occurrence, les dizaines de milliers dont on parle ne sont ni américains, ni norvégiens, ni français. Ils sont ukrainiens et russes. La fine fleur des deux populations, des jeunes qui meurent. Et si on veut arrêter cette effusion de sang, il faut en finir avec cette élite, parce que tant que eux seront en place, ils continueront à faire des guerres partout. Donc c'est pour ça que le problème, c'est aussi de savoir, est-ce que ça a un sens? Une guerre qui a aucun sens, je suis d'accord, il faut l'arrêter. Cette guerre, le problème, c'est qu'elle a un sens. C'est pour arrêter aussi qu'il y en ait à droite. Ça veut pas dire que ça arrêtera définitivement les guerres, il y en aura toujours. Oui, tout à fait. Dès qu'il y a 3 personnes, il y aura un combat de toute façon. Mais au moins, ça peut bloquer cet emballement des guerres qui explosent à droite à gauche sans sens, sauf pour préserver les intérêts globalistes. Donc celle-ci, il faut la gagner, il faut pas l'arrêter, il faut la gagner et après ainsi réellement l'arrêter, à mon avis. Et puis une pensée pour les Palestiniens qui souffrent des mêmes élites globalistes totalement délirantes et qui s'appuient sur une extrême droite totalement délirante également, qui est en train de commettre, depuis maintenant plus d'un an, un génocide devant tout le monde, voilà, et qui contribue à discréditer d'ailleurs le vernis verbal et idéologique de cette élite globaliste qui a longtemps vendu le rêve de la liberté, de la démocratie, etc. Aujourd'hui, plus personne n'y croit, nulle part d'ailleurs, même chez eux, leur propre population y croit de moins en moins, et c'est bon signe. C'est clair. On quand même, juste pour finir, sur Israël. Rappelons quand même que justement Trump arrête le financement d'Harvard, pas pour ses délires wokistes, mais justement pour le soutien porté à la Palestine et pour la critique d'Israël. Donc on en revient aussi aux grandes valeurs traditionnelles défendues par Trump. À mon avis, il n'en a strictement rien à faire. En tout cas, on a une pensée pour le peuple palestinien et comme le peuple russe de part et l'autre de la ligne de front, parce que c'est un peuple.
Tout à fait. Pour tous les peuples qui souffrent de cette hégémonie-là, qui n'a que trop duré. Tout à fait. Karine, merci infiniment et d'être là. Et j'espère que la prochaine pause ne durera pas aussi longtemps. Promis. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous donne rendez-vous comme d'habitude le mois prochain pour un nouvel épisode de Game On.